Alors, comment on fait maintenant ? Non, il n'y a pas de solution unique et facile, même si tout le monde voudrait une solution rapide en plus, non. Il y a quand même une prise de conscience de certains élus. Alors, elle est lente, enfin, elle n'est pas forcément lente. Ça fait souvent un déclic, mais parfois, elle n'est pas encore là. Et il y a des élus, soit des élus, alors je peux en citer, le maire d'Épinal, les élus de Cangevrier, qui maintenant fait partie de la commune du Grand Annecy, et puis aussi des médias, parce que les médias locaux, souvent, ont eu tendance, enfin, le font encore ont tendance à célébrer l'arrivée de telle ou telle enseigne en disant comme ça, nous sommes enfin une grande ville. Quand Ikea est arrivé à Orléans, c'était la fête. Tours avait un Ikea, donc Ikea Orléans, quand même, c'est chouette. Et donc, maintenant, la presse locale est un peu moins dithyrambique et commence à se dire, mais attendez, mais est-ce que vraiment on a besoin de toutes ces zones supplémentaires ? Il y a beaucoup d'associations aussi, localement, alors des associations de commerçants, des associations aussi de citadins, tout simplement, des commerçants, comme cette livraire de Castres que j'avais rencontrée, des présidents de chambres de commerce et d'industrie, comme celui d'Angers, qui a pris position récemment contre l'agrandissement du centre Atoll. Et puis au niveau national, on a le patron de Monoprix, Régis Schulz, qui a pris position dans une tribune dans le Figaro début février, pour un moratoire, comme tu as dit Ariella, pour un moratoire sur la construction des nouvelles zones commerciales. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça ne va pas forcément régler tout le problème. Par contre, les élus ont quand même des outils à leur disposition, à condition de savoir l'utiliser, de faire, comme le dit Michel-François Delannoy de la Caisse des dépôts et consignations, faire transpirer le PLU, c'est-à-dire utiliser tout ce qui est utilisable dans le plan local d'urbanisme pour pouvoir contrer les nouveaux projets. Et puis pas seulement contrer les nouveaux projets, parce que ce n'est pas seulement ça, c'est aussi réaménager la ville, repenser la ville, en pensant d'abord à ses habitants. Et donc, se dire, par exemple, comme le font clairement le maire de Cahors ou le maire d'Aurillac, dire, l'hôpital, on veut qu'il reste en ville. Et donc, se battre parfois contre les services de l'État pour dire, non, l'hôpital, on ne veut pas qu'il aille à l'extérieur, même s'il est un peu vétuste, on peut changer des choses, ça va coûter un peu plus cher dans un premier temps, mais par contre, tous les gens qui viennent à l'hôpital, qu'ils soient personnel soignant, patients, visiteurs, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont envie de manger un truc, d'acheter des fleurs, etc., il faut qu'ils soient en ville. À Castres, ils ont fait exactement l'inverse, ils l'ont mis à l'extérieur. Le résultat, c'est que Castres en souffre. Alors, il y a bien sûr la volonté de faire de la ville, et ça, je l'ai vu dans plusieurs endroits, parce que là aussi, il y a une prise de conscience, à Mulhouse en particulier, mais j'ai vu ça aussi à Saint-Étienne, et il y en a certainement d'autres, un lieu du commerce de destination. C'est-à-dire que, très bien, on ne va pas se laisser faire, on va se battre, on va faire venir des commerces, et à Mulhouse, ils ont réussi, parce qu'ils ont fait baisser le taux de vacances ces dernières années, donc c'est très bien. C'est intéressant. La seule chose, c'est que je me dis que la destination parfaite, le manager de centre-ville de Mulhouse que j'ai rencontré au mois de janvier me dit on est content parce qu'on a des gens qui viennent de Bordeaux faire leurs courses. Bon, très bien. Mais s'ils pouvaient déjà descendre du Rehberg ou venir de Kingersheim, ce serait pas mal. Ils le font aussi. Mais simplement, je pense qu'il faut aussi se réfléchir aux riverains et aux habitants et pas seulement à devenir une destination, pas seulement à l'idée de devenir une destination. Et puis surtout, et ça j'aurai l'occasion de l'expliquer, il faut s'occuper pas seulement du commerce et pas seulement du centre-ville. Simplement un peu parce que j'ai entendu des choses à force de faire des débats un peu partout. Quelqu'un me disait l'autre jour, qui intervient régulièrement dans ce domaine-là, me disait des commerçants, des petites surfaces de 25-30 mètres carrés dans les villes, de toute façon, c'est fini. C'est plus possible, il faut des grandes surfaces. C'est pour ça que les enseignes s'installent en périphérie, et puis voilà. Sauf qu'en fait, non. D'abord, il y a des enseignes qui misent sur les petites surfaces. Et puis là, alors là, c'est une enseigne, en l'occurrence, qui vend du thé. C'est Rouen, je les ai rencontrés, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est en fait possible, à condition que ce soit bien agencé, à condition de les encourager, à condition éventuellement d'avoir localement soit une fiscalité incitative, soit au contraire une taxation des pas de porte vides. Donc il y a des choses qui sont à faire, mais à condition d'abord d'en prendre conscience et de ne pas avoir cette idée que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Alors, je trouve intéressant voilà. Je crois qu'on a, là, à partir du quinquennat qui s'ouvre, il y a une énorme responsabilité de l'État, il me semble, sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, si on décide simplement de permettre davantage de construction, comme le prévoit le candidat qui pourrait être élu, ça va pas le faire, comme on dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il y a vraiment une prise de conscience. Il faut un vrai plan pour sauver les villes, mais pas seulement les commerces de centre-ville. J'insiste là-dessus.
Le programme de la Caisse des dépôts et consignations qui met en avant les centres démonstrateurs est intéressant. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ils ont une redynamisation qui se fait par l'attractivité, par le rééquilibrage social, par un certain nombre par le logement, par l'activité, bien sûr, le commerce, la voirie aussi, l'espace public. C'est très intéressant, mais j'étais un petit peu surpris et un petit peu étonné qu'ils ne prennent pas en compte. Alors voilà, ça c'est, pardon, excusez-moi, ça c'est, certains vont se reconnaître, c'est le rapport qui avait été remis à Martine Bainville au mois d'octobre et voilà ce qu'on pourrait faire en grand peut-être pour les prochaines années. Je voulais juste, je pense qu'il ne faut pas juste se préoccuper des commerces de centre-ville, pas seulement du commerce de centre-ville. Et quand j'ai posé la question à Michel-François Delannoy de la Caisse des dépôts, j'avoue que j'étais un peu étonné et j'en ai parlé avec lui, mais je lui ai demandé, mais est-ce que vous vous intéressez qu'au centre-ville ? Il me dit non, on s'intéresse aussi au quartier politique de la ville. Donc, vous savez tous que ce sont les quartiers politiques de la ville par définition, sauf que cette expression, personne ne la comprend, à part nous, en gros. Ça ne veut rien dire. Politique de la ville, tout le monde imagine qu'on va parler de la ville. En fait, non, pas du tout. On parle seulement de certains quartiers. Et donc, dans la loi, d'ailleurs, égalité des territoires, j'ai appris ça l'autre jour, parce que j'apprends en marchant, en fait, dans l'affaire aussi. Donc, on fait un bouquin, puis après, on s'aperçoit qu'on apprend énormément de choses en rencontrant des gens, et tant mieux. En tout cas, moi, j'en suis content. Mais j'ai appris l'autre jour que dans la loi égalité des territoires, il y avait une expression pour définir les quartiers qui ne sont pas dans le centre, qui ne sont pas dans les quartiers politiques de la ville, c'est les quartiers hors PQV. Donc, les quartiers hors PQV, c'est ça. QPV, je ne sais plus, je sais jamais. QPV. Hors QPV, c'est ça. C'est l'essentiel de la ville en réalité. C'est des quartiers, alors ils n'ont pas de nom, c'est incroyable. En fait, on les appelle faubourgs, on les appelle quartiers anciens, on les appelle péricentres, quartiers interstitiels, quartiers intermédiaires. C'est des quartiers qui ont été construits au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, qui ont le style de la région en général. Vous voyez un peu des maisons bretonnes à Saint-Malo, les petites maisons blanches à Boulogne-sur-Mer, etc., qui sont reconnaissables. C'est les quartiers où vit la majorité des habitants de la ville, qui sont, alors certains sont chics, d'autres moins, souvent ils sont mélangés, mais c'est des quartiers auxquels on ne fait pas vraiment attention, qui sont pas pris en compte. Et quand on a l'idée de faire de la ville un lieu de destination avec des commerces de destination, c'est très bien, sauf qu'on oublie qu'il y a ces gens qui habitent dans ces villes, dans ces quartiers-là, qui pourraient venir dans le centre à pied, par exemple, ou à vélo, c'est pas très compliqué, mais sauf qu'on n'a pas vraiment pris soin de leur environnement. On leur a mis, comme je vous montrerai après, des trottoirs avec des arbres dessus, parce que ça fait joli comme à Toulon, sauf que le résultat, c'est qu'on peut pas passer avec une poussette ni avec un enfant. Il y a des voitures garées partout. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ces gens, ils habitent peut-être dans un quartier hors QPV, mais du coup, ils prennent leur voiture pour aller au supermarché comme tout le monde. Et là, c'est vraiment dommage. C'est une observation que j'ai pu faire. J'avoue que j'ignore si elle est étayée scientifiquement par toute une série de recherches, mais moi je l'ai faite en l'occurrence, et j'en ai parlé bien sûr après avec non seulement des habitants, mais aussi des décideurs, et les gens me disent oui, c'est vrai, c'est dommage, on a ces quartiers qui sont pas très loin, on pourrait quand même s'en servir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas on pourrait faire vivre ces quartiers et ces habitants. La localisation des équipements est très importante. Je pense que là aussi les services de l'État ont un rôle extrêmement important à jouer quand on décide d'installer une université, un hôpital justement, ou tel type d'infrastructure dans telle ville. Il faut savoir pas seulement dans quelle ville on l'installe, mais où dans la ville. Et là, il y a quelque chose à faire, il me semble. Et c'est aujourd'hui, je ne crois pas le cas, par exemple pour les universités. C'est souvent aux élus locaux de décider, mais je pense qu'il y a vraiment une incitation à avoir. Il y a quelque chose à faire au niveau de la réhabilitation des logements. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on a, là, je prends l'exemple de Béziers parce qu'on me l'a dit l'autre jour, on a ce qu'on appelle des CAFistes, c'est-à-dire en fait des propriétaires qui possèdent des immeubles où logent des locataires qui bénéficient des allocations de la caisse d'allocation familiale, très bien, mais sauf qu'ils n'entretiennent pas leurs biens, et eux-mêmes, les propriétaires. Et donc, ils sont très contents. Donc là, il y a, à mon avis, un enjeu très important. Je pense qu'il y a déjà des politiques dans ce genre-là. Je dois vous dire au passage, parce que, à force, je le dis, ça n'a pas de valeur scientifique, là non plus, mais j'ai tendance, au fil des années, à davantage croire à la politique qu'à la loi. C'est-à-dire que je pense que finalement, c'est très bien de faire des lois, de changer des lois, de faire des lois d'urbanisme qui en fait changent ce qu'a fait la majorité d'avant dans les... Bon, très bien. Sauf qu'ensuite, il faut les comprendre, les appliquer. Par contre, quand il y a un élu ou des élus ou des consultants ou ce que vous voulez qui sont conscients d'un sujet et qui utilisent les lois existantes pour faire quelque chose, là, ça peut marcher.
Par contre, une nouvelle loi, si elle est utilisée à l'inverse par la grande distribution pour faire l'inverse, ça marche aussi. Donc je pense que la volonté politique, il me semble, je finis par croire ça, je constate ça, ça encore, mais ça n'a pas forcément de valeur, mais je vous le dis simplement, il me semble que ça a plus de force que simplement le fait de vouloir sans arrêt changer des lois. Alors, je vous prends l'exemple de Saint-Étienne, qui est un exemple positif pour le coup. C'est la volonté de la mairie de permettre aux habitants d'avoir ce qu'on appelle une terrasse tropézienne. Ça peut paraître un détail, et donc cette série de solutions, je suis désolé, il y a beaucoup de détails, mais je pense que si en même temps on ne prend pas conscience du sujet et qu'on ne met pas qu'on n'utilise pas tous ces détails, ça serait dommage. Là, en l'occurrence, c'est pour permettre aux gens qui ont un immeuble dans le centre de Saint-Étienne d'avoir en fait des combles ouvertes, tout simplement, de pouvoir profiter du soleil, et donc de rester en ville. De ne pas avoir cette tentation de vouloir habiter ailleurs parce qu'on va aller trouver une maison plus loin, d'avoir évidemment une valorisation de leurs biens immobiliers, ça, il n'y a aucun doute. À Saint-Étienne, il n'y a pas de mal. Mais en même temps, je pense que là, je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante qui en fait, montre qu'on prend en compte les citadins et les habitants qui sont là. Je voulais évoquer rapidement, les caisses, les CDAC, excusez-moi, les commissions départementales d'aménagement commercial qui, comme vous le savez, ont tendance à approuver généralement la création de nouveaux centres commerciaux. Là aussi, j'ai entendu parler de réformes, j'ai entendu parler de nouvelles lois, très bien. Il y en a déjà eu 3 ou 4 depuis 40 ans sur ce sujet-là. Il me semble intéressant plutôt que de vouloir réformer en disant on va changer le mode de décision, on va faire en sorte que tout ça, on va renationaliser la décision, faire en sorte qu'elle soit plus départementale, ces commissions, mais régionales ou nationales. Moi, je trouverais plus intéressant de sensibiliser les acteurs de la commission actuelle. Parce que du coup, une fois qu'ils sont sensibilisés, ils auront la possibilité de faire des choix en toute conscience au niveau local et parce qu'on peut tout à fait leur faire confiance, mais à condition de leur dire « Attendez, regardez ce que vous êtes en train de faire ». Si par contre on dit non, vous n'avez plus votre mot à dire et puis ça va se décider à Paris, je ne suis pas sûr que ce soit génial du point de vue de la responsabilité. Puis en plus, ça ne marche pas. Au bout de quelques années, finalement, on trouve des biais, etc. Bon, je vous signale qu'il y a quand même pas mal d'associations locales qui participent maintenant à ces CDAC parce qu'elles ont demandé au préfet. Alors c'est le cas d'une association à Perpignan Équilibre, qui a obtenu d'ailleurs le fait de ne pas avoir de nouvelles zones commerciales. Il faut que j'accélère, Ariela, c'est ça ? Non ? Ça va, d'accord. Et puis, je vous signale aussi, il y a des associations pro-vélo, par exemple, qui ont décidé, comme c'est le cas à Bourges, de faire partie ou de demander, en tout cas, et qui ont obtenu la possibilité de faire partie de CDAC de temps en temps et qui interviennent, non pas parce que simplement elles veulent des pistes cyclables, mais parce qu'elles considèrent que la ville doit être pensée pour ses habitants, parce qu'ils espèrent que davantage de gens feront du vélo pour la ville. Et donc, ils font partie de la CDAC et ils ont l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Alors, j'en viens justement au déplacement. C'est un peu le point aveugle de l'affaire, parce que quand on interroge seulement les commerçants dans une ville, ou parfois les élus, très vite, la chose qui revient, c'est « oui, mais c'est normal, vous savez, ici, on ne peut plus se garer ». D'ailleurs, place de la cathédrale à Colmar, on ne peut plus se garer. Oui, il y a tellement de voitures déjà qu'on ne peut plus se garer, effectivement. Et là-dessus, je pense que c'est très intéressant de regarder ce qu'il en est, de regarder ça avec attention. Les déplacements, le stationnement, c'est pas quelque chose qu'on évacue comme ça en disant de toute façon on verra ça plus tard. C'est un sujet absolument central. Et l'inverse, l'idée qui finalement consisterait à multiplier systématiquatiquement les parkings gratuits, les rocades, les possibilités d'accès, etc. À la fin, ça marchera de toute façon pas parce qu'il y aura davantage de voitures dans la ville. Et donc, comme il y aura davantage de voitures dans la ville, il se passera ce qui se passe place de la cathédrale à Colmar. On pourra effectivement plus se garer, donc les gens iront ailleurs. Donc, il faut se poser la question. Et en même temps, ça a énormément de nuisances, cette voiture individuelle quand elle est partout. Et je vais les citer ensuite. Plus généralement, d'une manière générale, dans la réflexion d'aménagement du territoire, il me semble que les déplacements sont souvent le point aveugle des décisions. On le voit dans les mots, on dit on va créer ça à l'entrée de ville. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, entrée de ville. Quand on a fait la gare de TGV de Belfort-Montbéliard, on a dit elle est au cœur de l'agglomération, mais en fait, elle est en pleine campagne. On dit bien sûr à 5 minutes, à 10 minutes, à un quart d'heure. Évidemment, c'est toujours pensé comme étant en voiture. Et inversement, on entend toujours l'idée que non, mais il ne faut pas chasser les voitures de la ville. D'ailleurs, on a chassé les voitures de la ville. La preuve que non. Voilà, c'est un exemple à Rodez, mais il y en a plein d'autres, j'en prends plein des photos comme ça.
Là, c'est un espace banalisé, priorité aux piétons, etc. Arrêt toléré. Il y a 3 voitures dans la rue. Et c'est comme ça partout. Donc on n'a pas chassé les voitures de la ville. Dans certaines rues, on les a mis piétonnes, dans certaines rues des villes moyennes, mais c'est à peu près tout. On ne s'est pas vraiment préoccupé de ce qui se passait autour. Les nuisances, elles sont multiples. Alors voilà, ça c'est typiquement, ça c'est un commerçant de Brive qui a compris que, attention, c'était quelque chose de très précieux le parking. Et en même temps, quand on regarde l'effet du tout voiture finalement sur les villes, ça a plusieurs effets. C'est d'abord l'effet que la voiture permet en général d'aller loin, pas forcément d'aller vite, mais d'aller loin. Et donc forcément, quand on construit la voirie et le... Je ne sais pas pourquoi ça marche encore ou pas. Oui, pardon. Quand on construit la voirie et l'organisation de la ville pour les déplacements lointains, forcément les gens vont loin. Bon, désolé, c'est l'autre qui marche mieux. Comment il faut que je sois au milieu, c'est ça? D'accord, merci. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas très bon pour ces trucs. Donc effectivement, oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux. Voilà, pardon, je suis désolé, mais on oublie toutes les nuisances de la voiture aussi. On oublie que très souvent en ville, on est confronté à ça. Ça, c'est dans le centre de Soissons. Ça, c'est à côté de, c'est donc tout près du centre de Béthune. Et il y a plein d'exemples de ce type-là. Ça, c'est dans un fameux quartier hors QPV. On a à chaque fois une difficulté en fait à se déplacer à pied, tout simplement. Et je trouve que on ne se pose pas jamais cette question-là, on la néglige complètement, et quand on fait ça, on oublie qu'il y a tous ces gens qui habitent dans les quartiers qui sont autour, justement, qui habitent en ville eux-mêmes, qui pourraient profiter de leur ville, qui pourraient bénéficier bénéficier aux infrastructures, au commerce, etc., et qui en fait ne peuvent pas le faire. Et on fait, d'ailleurs on le voit d'ailleurs régulièrement dans les colloques sur ce sujet, les élus eux-mêmes, les spécialistes du commerce notamment, aussi, parlent d'espace public de qualité. C'est quoi un espace public de qualité? Là, c'est la place du Peuple à Saint-Étienne, mais ce n'est pas un parking, justement. Alors, on peut aussi faire ça, donner des indicateurs, des indications aux habitants, aux gens qui sont là, aux touristes de passage éventuellement, et leur dire, voilà, à Dunkerque, vous pouvez aller à pied, vous pouvez vous déplacer, c'est très simple, voilà le nombre de minutes que vous allez mettre, et ça me semble quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Voilà, alors désolé, mais bon. Ça, c'est une étude, parce que il y a eu des observations, mais il y a aussi des études assez sérieuses qui regardent justement pour les commerces, mais pour les services, c'est à peu près la même chose. Finalement, est-ce que cette histoire de voitures, est-ce qu'il faut vraiment plus de voitures? Est-ce qu'il faut vraiment plus de parking gratuit? Est-ce qu'il faut vraiment, donc du coup, plus de nuisances, plus de bruit, plus de pollution? Et ça, c'est une étude qui a été menée l'an dernier, vous voyez. On a demandé aux commerçants, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut à Rouen pour redynamiser la ville? Ils répondent pas assez de stationnement. Et on demande aux clients la même question. Ils répondent, en fait, il y a trop de bruit, trop de circulation. Certains répondent quand même qu'il n'y a pas assez de stationnement, mais pour la plupart, ils disent on n'a pas assez d'espace pour marcher, etc. Je vous donne un autre exemple. À Vannes, ça c'est intéressant, j'ai été invité par des fromagers pour leur parler de cette affaire-là, des fromagers de centre-ville. Ils étaient une dizaine de toute la France, une vingtaine. Et je vois le fromager de Paris, notamment, rue de Charenton, qui m'explique que vraiment la politique de Hidalgo, c'est épouvantable parce qu'on ne peut plus accéder en voiture. Bon, je dis, mais quelle est la proportion, rue de Charenton, dans le 12e, de gens qui viennent en voiture? Il me dit, je dis, mais vos clients viennent à pied. De toute façon, il me dit, oui, 40% viennent à pied. Je dis, mais comment vous le savez? Oh ben, c'est comme ça, je le sais. Bon, très bien. Sauf qu'à Paris, il se trouve que 79% des courses se font à pied. Donc, je ne sais pas, peut-être une exception rue de Charenton. Donc, il y a toujours ce doigt mouillé. Ah oui, il paraît que, à mon avis, c'est ça. À Vannes, ils ont fait l'expérience. Vannes, une petite place qui n'est pas piétonne. Ils ont demandé, une dizaine de commerçants, a demandé pendant une semaine à ses clients, vous êtes venus comment, vous venez d'où? Et on s'aperçoit, en moyenne, il y a 54% des gens qui sont venus en voiture, mais pour les Vanntais, vous voyez, il y a 56% des Vanntais qui sont venus à pied. Donc, des habitants qui viennent de la commune de Vannes, simplement. Pas juste du centre, de la commune, de l'ensemble de la commune de Vannes. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Et de plus en plus, les commerçants qui font cet effort-là, et souvent ils ne le font pas malheureusement, ça pourrait être fait au niveau de la collectivité, ils constatent cela. Le diable est dans les détails. Je vous passe, j'en ai plein des photos comme ça. Rue Barret, Colmar, rue Barret, c'est une rue semi-piétonne. En fait, elle n'est pas barrée, cette rue. Moi, je suis passé à pied. Sauf que c'est barré pour les voitures. C'est un détail, peut-être, mais c'est important. On peut passer à pied. Donc, autrement dit, on peut
accéder à la grenetterie Tischmarer à pied. Mais voilà, donc c'est des choses comme ça. Je vous donne un autre exemple, pareil à Bourges, déviation obligatoire. Mais non, on peut passer à pied et à vélo. Donc c'est des choses comme ça. Bon, je vous donne un autre exemple. À Strasbourg, au moment du marché de Noël de 2015, après les attentats, on décide de piétoniser totalement le marché de Noël et donc le centre-ville. Sur le panneau qui est sur l'autoroute, c'est écrit centre-ville, Strasbourg, marché de Noël, centre-ville fermé. Bon. L'adjoint en commerce est allé voir les services de l'État en disant « Vous êtes gentils, mais là, il faudrait mettre autre chose. » Ils ont changé, ils ont écrit « Strasbourg, marché Noël, centre-ville piéton. » Eh bien oui, ça change tout. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Les parkings souterrains, voilà généralement ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pratiquement jamais pleins. Par contre, ils ne sont pas forcément bien indiqués. On les néglige, on néglige l'organisation parfois même du parking. J'ai entendu ça l'autre jour, c'était à Moulins, où pour avoir une carte d'abonnement, il faut aller à tel parking, à telle heure d'ouverture pour pouvoir accéder à tel autre. Enfin, c'est assez compliqué. Les parkings souterrains n'ont pas forcément des noms toujours, je termine bientôt, toujours forcément adaptés. Je prends un exemple encore. À Mulhouse, là encore, en discutant avec Frédéric Marquet, me dit oui, on a 5 parkings souterrains dans le centre-ville, c'est très bien, ils sont tous au même prix, on a réussi à obtenir des opérateurs qui les mettent tous au même prix, mais en fait, ils portent des noms qui font que c'est compliqué parce que sur les 5 parkings, il y en a un qui s'appelle le parking du centre, un qui s'appelle le parking central, et ni l'un ni l'autre sont celui qui sont le plus au centre. Voilà, les indiquer comme ça, comme c'est le cas à Lyon, c'est intéressant. Leur dire, comme c'est le cas à Cavaillon, les exemples, il y en a des bons partout. Celui-là, il est gratuit, celui-là, il y a tant de place, c'est intéressant. Évidemment, la solution vélo pour les commerces, mais aussi pour les gens qui viennent en ville pour travailler, qui laissent leur voiture là, qui font 1 ou 2 kilomètres et qui repartent le soir. Le vélo, aujourd'hui, est une solution qui est totalement sous-utilisée dans la plupart des villes moyennes en France. C'est vraiment dommage. Voilà, je vous donne la balade urbaine. Ça, c'est quelque chose c'est des petites choses, hein, mais en même temps, je trouve que si on met tout ça en œuvre, si on réfléchit à tout ça, je pense que ça peut donner. Et les villes qui s'en sortent, les grandes villes de France, elles sont passées à peu près par toutes ces solutions-là. La balade urbaine, qu'on appelle marche exploratoire, peu importe le nom qu'on lui donne, permet de voir la ville. Permet pas juste d'inaugurer un truc et puis de s'en aller, permet pas juste de faire un truc sur plan et puis de jamais aller voir finalement la réalisation, mais permet de comprendre l'acheminement, ne serait-ce que simplement pour aller justement du parking machin truc au centre-ville, comme on fait à pied. Et on apprend énormément de choses, je l'ai déjà fait dans plusieurs endroits, mais ça peut voilà, c'est un outil qui peut être tout à fait développé. Juste une anecdote, j'ai fait avec le CAUE, donc de Privas en Ardèche, et ils m'ont dit « Ah oui, c'est une super idée, on y avait pensé, mais on n'avait pas osé le faire, parce que proposer une balade urbaine, ça ne faisait pas assez sérieux. » Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir une parole là-dessus en disant peut-être que vous pourriez faire des balades urbaines, c'est sérieux. Les parvis de gare, évidemment, là vous avez une clientèle captive, je ne vais pas parler de transport public, mais là aussi une clientèle captive qui est en ville, qui une fois qu'il a quitté son bus ou son train est en ville, eh ben, il faut en profiter, il faut faire, ça c'est un Nancy. Il y a plein d'autres projets du même type, mais si le parvis est comme c'est le cas à Compiègne, ce que j'ai vu l'autre jour, un parking sur lequel il est impossible de circuler à pied, évidemment ça ne donne pas envie d'arriver en train à Compiègne. Je pourrais vous parler de tourisme, de Airbnb qui peut, alors pas dans les hyper grandes villes où ça a tendance à faire vraiment une concurrence et à prendre vraiment de la place pour le logement, mais dans les villes moyennes, ça joue un rôle. C'est pas la même clientèle que pour les hôtels. Il y a un tourisme de gens qui peuvent rester quelques jours parce que dans un hôtel, il resterait seulement une nuit. Je trouve ça intéressant. Je pense que tout simplement, il faut redonner aux citadins l'envie de vivre la ville, d'habiter en ville, et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Olivier, merci. Vous m'entendez ? Merci pour cette exploration. On sent que tu as arpenté la France dans tous les sens, observé, avec ton regard qui n'est pas un regard de chercheur, qui n'est pas un regard d'urbaniste et qui nous renvoie beaucoup de questions. Je pense que la salle va avoir envie d'échanger. Mais d'abord, on va aller à Mulhouse. Tu as évoqué Mulhouse, qui a réaménagé son centre d'une façon assez exceptionnelle, qui essaye de regagner ses friches et qui reste quand même en souffrance par rapport au développement de la périphérie, qui a essayé de mettre en œuvre une ville marchable, une ville vélo. Donc voilà, tu nous racontes. Pardon, Mulhouse, je vais peut-être prendre le pupitre.
Et Saint-Étienne, qui a été montré tout à l'heure, donc comme je disais, Stéphane a beaucoup travaillé sur Saint-Étienne. La transformation commence à être très très significative. On était avec le club Ville Aménagement il y a quelques semaines, et il a fallu vraiment 10 ans de travail et plus pour que ça se voit. La qualité des espaces publics, l'offre de services en ville, l'offre d'équipements auquel Stéphane a contribué.